Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Astronature 49 pour cette émission des éphémérides d'août 2025. Ce mois-ci, le ciel nous offre un véritable festival astral entre le passage à l'opposition de l'astéroïde Pallas, le pic des Perséides, l'élongation ouest de Mercure et différentes conjonctions planétaires. Et bien le mois d'août s'annonce très intéressant pour les amoureux du ciel. Et donc ce mois-ci, comme à l'accoutumée, je serai en compagnie donc de Mathieu et de Robin, nos deux astronomes amateurs, qui vont pouvoir nous parler en détail de ces événements. Et nous allons commencer donc tout de suite avec ce premier événement qui a lieu le 7 août. Il s'agit donc de l'astéroïde Pallas qui passe à l'opposition. Donc c'est l'un des plus gros astéroïdes de la ceinture principale. Alors Mathieu, est-ce qu'on pourra l'observer donc et le repérer assez facilement? Alors déjà, est-ce que vous connaissez la constellation du Dauphin? C'est une petite constellation qui n'est pas très loin de la constellation de l'Aigle et de son étoile principale qui est Altaïr. Mais c'est vrai que c'est une constellation qui est assez difficile à repérer et manque de chance, eh bien Pallas se trouve en plein cœur de cette constellation. Donc il va déjà falloir commencer par repérer effectivement la position de l'astéroïde avant de pouvoir voir quelque chose. Et en plus de ça, elle n'est pas facile à trouver parce que Pallas, elle est de magnitude 9,4, magnitude positive évidemment. C'est une magnitude qui est quand même très faible. Et c'est clairement pas une opposition favorable quand on sait qu'au périhélie de son orbite, eh bien, Pallas peut monter jusqu'à la sixième magnitude. Donc là, on est à plus de 9 de magnitude. Effectivement, ça devient compliqué dans la visualisation de l'astéroïde. Alors, son point lumineux peut toutefois devenir perceptible dans une paire de jumelles ou un petit instrument optique. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à voir autre chose qu'un objet d'apparence stellaire, sa taille apparente n'excédant pas 0,3 secondes d'arc. Alors, ça signifie quoi ce chiffre? Eh bien, c'est 0,3 secondes d'arc, c'est approximativement la limite de diffraction théorique d'un instrument de l'ordre de 300 millimètres d'ouverture. Donc, c'est-à-dire que dans un gros Dobson, jusqu'à 300 millimètres d'ouverture, vous ne pouvez absolument pas espérer voir autre chose qu'un point stellaire. Et au-delà, il vous faudra un ciel extrêmement pur pour réussir à voir quelque chose, ne serait-ce que la forme de l'astéroïde, ce qui est toujours possible à observer, mais peut-être dans de meilleures conditions que ces conditions que nous aurons le 7 août 2025. Bon, vous l'avez compris, en visuel, ça reste compliqué. Alors en photo, c'est toujours possible d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire en visuel. Effectivement, avec un instrument de plus de 300, 400 millimètres d'ouverture, là, vous pouvez espérer commencer à, à résoudre le diamètre apparent de l'astéroïde. Mais bon, n'espérez malgré tout pas voir de détails d'albédo à la surface de l'astéroïde, ça c'est réservé aux observatoires professionnels. Alors, en photo, le meilleur moyen de la révéler au final reste le cumul de longues pauses, hein, comme on le dit habituellement, et ça vaut pour tous les astéroïdes, dans un champ stellaire pour révéler son déplacement au fil des minutes, et ce par l'animation d'image. Voilà, donc un astéroïde que l'on peut tenter malgré tout d'observer pour ceux qui sont très intéressés par les astéroïdes. Le 12 août, le ciel nocturne s'anime avec la pluie des Perséides. Alors, Robin sera-t-elle aussi intéressante que les années passées? Une question en suspens. Eh bien, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'être là pour les observer, Nathan, puisque on peut pas vraiment prédire exactement à l'avance si on aura affaire à une véritable pluie ou carrément une tempête d'étoiles filantes ou quelques étoiles filantes. Bon, normalement, les Perséides, c'est quand même une pluie d'étoiles filantes qui est fort, qu'il ne faut vraiment pas manquer chaque année. En fait, comme la plupart et même la très grande majorité des pluies d'étoiles filantes, en fait, elles sont les pluies d'étoiles filantes ont une origine
cométaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque des comètes passent dans le sillage de la Terre, eh bien, elles laissent des poussières ou des petites particules qui vont se consumer lorsque la Terre va passer à l'intérieur. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des étoiles filantes. Et voilà, si ça touche le sol, ça va devenir une météorite. Et c'est ce qu'on peut voir dans le ciel. Alors, déjà, à quel moment on pourra les observer et où? C'est quand même intéressant, même si peut-être que vous avez l'habitude chaque année de les observer. Euh, mais pour rappel, les Perséides, ça tire son nom de la constellation de là d'où semblent provenir les étoiles filantes. Et donc les Perséides, ça vient de la constellation de Persée. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément l'habitude de la repérer. Alors un petit moyen mémotechnique, enfin pas vraiment mémotechnique pour la repérer, c'est Cassiopée. Cassiopée, c'est une constellation qui est visible toute l'année. Et donc pour repérer Persée, vous prolongez une partie du W de Cassiopée et vous tombez sur Persée. Mais en réalité, ça sera encore plus simple puisque le radian des Perséides se trouve effectivement dans la constellation de Persée, mais il sera vraiment juste en dessous, si on veut dire, du W de Cassiopée. Donc globalement, un petit moyen pour observer les Perséides, ça sera de regarder en direction de Cassiopée. Bon, si vous trouvez Persée, c'est mieux. Mais voilà, si vous trouvez Cassiopée, ce qui est plus simple, vous pouvez pointer le regard vers cette direction. Alors, le maximum de ces pluies d'étoiles filantes sera du 12 au 13 août, mais elles seront visibles aussi avant et après, hein. Les pluies d'étoiles filantes seront visibles entre le 17 et le 24, le 17 juillet, du 17 juillet au 24 août. Donc ça laisse quand même une plage, mais on espère que du 12 au 13 août, ça sera le moment le plus propice. Euh, donc, euh, du point de vue pratico-pratique, comment on peut faire pour les observer? Alors, vous disposez tous d'un instrument pour le faire, et oui, c'est vos yeux. Vous aurez besoin de vos yeux pour observer ces pluies d'étoiles filantes. Parce qu'en fait, vous aurez besoin de, si on veut dire, d'un grand champ d'image, d'un grand champ de vision, parce qu'en fait, elles semblent venir du radiant de Persée, de vers Cassiopée, etc. Mais ça ne veut pas dire il y en aura aucune à l'opposé. En fait, il y en aura possiblement partout dans le ciel. Le radian vous permettra juste de savoir à peu près la direction qu'elles vont avoir. Donc, il faudra quand même se réveiller assez tard, hein, parce que ça sera visible. Percé va se lever assez tard, hein, bien après minuit, à partir d'une heure du matin, ça va commencer à monter un peu au-dessus de l'horizon. Évidemment, ça sera préférable aussi de s'éloigner des sources de pollution lumineuse, donc plutôt quitter les villes. Et puis, vous aurez simplement à vous allonger dans l'herbe ou prendre un transat, une siège longue ou quoi que ce soit. Et puis, voilà, flâner et regarder le ciel. Et donc, on espère évidemment qu'il y aura une pluie d'étoiles filantes assez importante. Bon, on estime à peu près à 100 météores par heure. Donc, ce qui laisse quand même une bonne probabilité pour en voir, même si vous regardez le ciel que pendant quelques minutes, vous devrez en voir quelques-unes. Mais voilà, peut-être que cette année, on aura la chance d'avoir une pluie d'étoiles filantes particulièrement importante. Et donc, c'est ce qu'on souhaite. Peut-être, voilà. Et puis on espère bien sûr qu'on ait un ciel bien dégagé pour pouvoir l'observer. Le même jour, donc toujours le 12, on a les planètes Jupiter et Vénus qui vont briller côte à côte dans le ciel. Alors Robin, eh bien, à quel moment pourra-t-on les observer au mieux? Alors oui, Jupiter et Vénus vont pouvoir être visibles côte à côte. Alors moi je regarde sur les cartes du ciel, parce que c'est toujours le plus parlant pour visualiser ces événements euh, pour voir comment ça va se passer. Alors, les deux astres, donc l'avantage c'est que Jupiter et Vénus, ce sont des astres qui sont assez facilement visibles, puisqu'ils sont très lumineux, surtout Vénus, hein, qui est très 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 lumineuse. Alors, euh, on parle d'un rapprochement de moins de 7 degrés, donc c'est relativement proche. Mais bon, c'est pas non plus.
c'est pas non plus les uns collés, quoi, hein. Je veux dire, 7 degrés, ça représente à peu près 14 fois la largeur de la Lune, mais ça permet quand même de visualiser les deux planètes séparées les unes des autres. Alors, si vous voulez tenter un peu de photographie, l'idée sera quand même de prendre un téléobjectif de préférence, parce que bon, 7 degrés, ça fait quand même assez restreint. Un téléobjectif peut être intéressant. Et puis vous pouvez tester, ou même si vous voulez essayer avec un objectif grand angle, vous pouvez prendre les deux astres côte à côte avec un premier plan, ce qui peut être plutôt intéressant. Donc voilà, ça se passera le 12 août, pendant la pluie d'étoiles filantes. Donc vous pourrez jeter un œil aussi à Jupiter et Vénus, en plus des Perséides. C'est ça, voilà. Donc un superbe rapprochement visuel, donc le 12 août. Le 19, on a la plus grande élongation ouest de Mercure. Donc ça en fait l'un des meilleurs moments pour pouvoir l'observer. Et Mathieu, bien, je te laisse en parler. Oui, effectivement, et c'est au petit matin, sur l'horizon du Levant, qu'apparaît la plus petite planète de notre système solaire. Et il faut le dire dans un très beau contexte, parce qu'elle se trouve en queue d'un superbe quatuor emmené par un petit croissant de lune. Alors, sous cette fameuse lune, eh bien, vous trouvez Jupiter, et puis en continuant ainsi progressivement vers l'horizon, eh bien, il y a le brillant éclat de Vénus, tout d'abord, immanquable dans le ciel du matin. Et puis, en queue, comme je vous le disais tout à l'heure, de ce groupe, eh bien, le petit point de magnitude nulle qu'est Mercure. Donc, quand je parle de magnitude nulle, je veux dire magnitude zéro, hein, c'est-à-dire ni négative ni positive. Alors, une bonne occasion de la pointer. Pointez-la peut-être sans attendre le lever du soleil. C'est le meilleur moyen de pouvoir la trouver facilement lorsque les lueurs de l'aurore ne sont pas trop prégnantes. Sans quoi vous aurez beaucoup plus de difficultés pour la trouver, notamment dans les instruments optiques. Et puis aussi, un danger supplémentaire qui risque de se poser après le lever du soleil, bah, c'est le soleil lui-même en fait, hein. C'est-à-dire que si vous pointez un instrument optique sur Mercure, voilà, en cherchant un petit manque de précision, et vous pouvez par inadvertance pointer le soleil. Ce serait quand même dommage de perdre la vue à cause d'une observation de Mercure. Alors au télescope, eh bien, c'est un quartier de Mercure que vous allez observer, qui va être ballotté d'ailleurs par les basses couches de notre atmosphère turbulente. Et oui, parce que Mercure est à son élongation, donc elle présente une phase qui est approximativement une phase de moitié, de l'ordre de 50%. Voilà, comme la Lune lorsqu'elle est en quartier. Eh bien, pour Mercure, c'est la même chose. Alors, elle paraît posséder une couleur orange quand on l'observe aux instruments et peut-être même à l'œil nu également. Une couleur un peu orangée en visuel parce que c'est en fait à cause du même phénomène qui est à l'œuvre au lever et au coucher du Soleil, mais même de la Lune d'ailleurs, et qui donne cet aspect cuivré à l'une comme à l'autre. Mais en réalité, la teinte de Mercure est plutôt neutre et tire vers le gris. Voilà. Donc c'est une fausse teinte que vous risquez de voir dans votre instrument, sauf si vous l'observez lorsqu'elle est beaucoup plus haute sur l'horizon, dans le ciel donc. Mais évidemment, là encore, je le rappelle, il y a le danger du soleil qui ne doit pas être observé directement et qui est forcément présent en pleine journée. Surtout que Mercure ne s'éloigne jamais très loin du Soleil, même lorsqu'elle atteint son élongation. Donc ça, c'est une remarque importante à faire. En photographie, concernant Mercure, il y a un petit filtre qui peut être sympa à utiliser. Je rappelle que nous sommes donc le 19 août au moment de cette élongation de Mercure. En fait, Mercure, elle atteint son pérhélie le 27 août, c'est-à-dire 8 jours plus tard environ. Et il y a un point d'intérêt concernant cette planète, c'est l'observation de son atmosphère. Et donc, comme je vous en parlais tout à l'heure, il y a un filtre qui est excellent dans l'observation de cette atmosphère.
C'est un filtre qui est centré sur 589 nanomètres, qu'on appelle un filtre sodium en fait, et qui se trouve d'ailleurs centré sur l'arrêt d'absorption du sodium. Et en fait, il s'avère que l'atmosphère de Mercure est composée en partie de l'élément chimique qu'est le sodium. Et là, vous comprenez effectivement l'intérêt du filtre sodium. Eh bien oui, parce que ce filtre va en fait vous permettre d'observer, alors pas visuellement, là, parce qu'on est plutôt sur un filtre utilisable en photographie, mais va vous permettre d'observer l'atmosphère de Mercure qui se présente en fait sous la forme d'une queue de matière qui traîne à l'arrière de la planète. Et qui, en fait, Mercure, c'est la plus petite planète du système solaire, comme on le disait tout à l'heure, mais en fait, sous certains aspects, elle ressemble dans sa configuration à un aspect que pourrait avoir une comète, par exemple. Et donc, elle présente un peu le même genre de queue. Cette queue-là, eh bien, en fait, c'est tout simplement l'atmosphère de Mercure qui est soufflée par le vent solaire et qui est donc rejetée vers l'arrière dans l'espace, qui ne reviendra évidemment jamais vers Mercure. Et donc, eh bien, c'est dans ces environs-là, hein, dans les 15 jours avant, après le passage au périhélie, eh bien, que l'atmosphère atteint son maximum de visibilité grâce au filtre sodium. Donc ça, cette observation-là, vous pouvez le faire. Alors, vous pouvez le faire à partir d'un instrument astronomique, bien sûr. Vous pouvez également le faire avec un simple appareil photo et un téléobjectif, par exemple. Donc, pas besoin d'instrument astronomique si vous possédez déjà un boîtier et puis son objectif. Voilà, il suffit juste de pouvoir adapter ce fameux filtre sodium sur votre boîtier photographique. Voilà. Voilà donc une opportunité à ne pas manquer pour pouvoir apercevoir cette planète qu'est Mercure. Et nous allons terminer avec les événements, avec le 20 août, où nous allons encore parler des planètes, donc Vénus et Jupiter, cette fois-ci avec la Lune, puisqu'elles vont former un trio céleste exceptionnel. Alors, que peut-on dire de cet événement, Robin? Alors un peu plus tôt dans le mois, vous avez pu voir Jupiter et Vénus qui étaient côte à côte l'une avec l'autre. Et là, il y a la Lune qui se tape l'incruste, si on veut bien dire, Mhm. puisqu'elles vont former un trio ensemble. Elles seront moins proches que Vénus et Jupiter tous ensemble, mais elles vont former presque un triangle rectangle. Donc c'est pas commun. Et c'est si peu commun, en fait, cette configuration, elle se produirait tous les 8 ans. Donc, c'est assez rare finalement. Bon, et de la même manière que pour observer Vénus et Jupiter, faudra se lever un petit peu en seconde partie de nuit et même avant le lever du soleil, ça va se faire ouais, à partir de 4 heures à peu près, de 4 heures jusqu'au lever du soleil. Vous pourrez observer cette configuration dans la constellation des Gémeaux. Donc voilà, ça peut être assez sympathique de voir la Lune qui sera quand même très très lumineuse, hein. Bon, on verra tout de suite que la Lune sera beaucoup plus lumineuse que Vénus, mais la Lune sera éclairée et dans une phase où elle sera éclairée à hauteur de presque 70%. Donc voilà, ça va apporter beaucoup de luminosité à la scène. Donc, si vous voulez observer ce phénomène simplement à l'œil nu, vous verrez très bien que les trois astres formeront un triangle, mais vraiment hein, quasiment rectangle et presque isocèle. Alors, on révise ces cours de géométrie. Non, mais voilà, ça peut être assez intéressant et même si vous voulez faire de la photographie, ça peut être encore une fois une configuration assez photogénique. Voilà, et ce sera une occasion pour les leftos eh bien, de bien commencer la journée en admirant ce spectacle dans le ciel. Merci donc à tous pour les détails sur ces événements. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de cette émission, de notre émission. Il s'agit donc des pépites du mois que vous avez choisi donc de nous parler. Et on va commencer par toi, Robin. Donc, il me semble que tu as choisi d'évoquer donc cet événement des Nuits des Étoiles au mois d'août. Et oui, comment parler du mois d'août sans parler des nuits des étoiles finalement? Euh, on a parlé aussi des Perséides
qui est la pluie d'étoiles filantes, qui est absolument phare tous les ans, qu'on peut retrouver au mois d'août. Et en fait, les nuits des étoiles, elles sont un petit peu en relation avec ces pluies d'étoiles filantes-là. Alors cette année, les nuits des étoiles, ça se passera du 1er au 3 août. Donc je vais décrire si vous connaissez pas. En fait, c'est des événements qui ont lieu généralement tous les ans dans des associations, dans des clubs. En fait, c'est des événements publics où l'objectif, c'est de faire connaître l'astronomie et globalement de permettre, si les associations le peuvent, de permettre au public d'observer, que ce soit les planètes ou même des objets du ciel profond, ou même simplement de découvrir et de lever les yeux vers le ciel, de pouvoir observer, comprendre les constellations, et essayer de les repérer aussi dans le ciel. Enfin, c'est un événement en lien avec l'astronomie qui a lieu à peu près partout en France, dans peut-être bien plus une bonne centaine de clubs et d'associations et d'organismes qui font ça. Donc voilà, si vous pouvez vous renseigner si vous souhaitez y participer, c'est sur le site de l'AFA, donc l'Association française d'astronomie. Vous tapez les Nuits des étoiles 2025 et donc vous pourrez comme ça retrouver une carte où vous pouvez où il y aura ces événements, cet événement-là qui sera organisé. Alors voilà, c'est complètement gratuit, c'est accessible à tout public. euh, Aux jeunes comme aux moins jeunes, il n'y a pas de limite d'âge pour observer le ciel. Et c'est ça qui est chouette avec cet événement-là qui a lieu tous les ans et où vous pourrez aussi, si le temps le permet, observer ces pluies d'étoiles filantes-là, les Perséides. C'est ça, voilà donc un événement très intéressant et merci pour l'invitation, Robin. Alors, Mathieu, vers quoi donc te diriges-tu ce mois-ci? Eh bien, c'est une appli que je vous propose ce mois-ci et une appli quelque peu en lien avec ce qu'a proposé Robin donc, dans cette pépite du mois et les fameuses Nuits des étoiles. Une appli qui pourrait bien vous être utile à l'occasion de ces Nuits des étoiles, justement. Elle s'appelle ISS Detector. Et ISS Detector, en fait, eh bien, c'est l'appli qu'il vous faut de toute manière pour tout l'été. Elle est gratuite et vous propose des notifications d'alerte lors des passages dans votre ciel de l'ISS, donc notre station spatiale internationale, bien sûr, mais aussi de Tiangong, la fameuse station spatiale chinoise. Alors évidemment, l'application demande votre localisation, mais vous permet aussi de paramétrer vos notifications d'alerte en fonction des meilleurs passages visibles sur la base de la magnitude de l'objet ou encore de sa hauteur dans le ciel. Alors l'application vous donne également les horaires précises de passage et vous noterez d'ailleurs que l'immense majorité de ces observations ne se déroulent que sur quelques minutes, soit en début, soit en fin de nuit, jamais en plein milieu. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir l'ISS en plein milieu de nuit? Eh bien tout simplement parce que c'est dû au fait de l'angle de réflexion de la lumière du Soleil euh, sur ces objets. Donc, il faut automatiquement que ces objets puissent être éclairés par le soleil pour être visibles dans notre ciel la nuit. Alors certes, pour nous, le soleil est couché, mais ça signifie que pour eux, le soleil, pour eux là-haut, le soleil n'est pas encore couché. Donc effectivement, il y a ce fameux angle d'incidence de la lumière du soleil qui fait que ces objets ne peuvent pas être visibles en plein milieu de nuit, puisque dans l'ombre de la Terre, eh bien, il n'y a plus de lumière solaire, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, une application très intéressante pour cet été 2025 et pour le restant de vos observations. Eh bien, merci donc de nous avoir présenté cette application. Et merci donc à tous les deux pour toutes ces informations que vous avez pu nous donner. Et nous allons terminer donc notre émission avec cette photo que nous avons décidé de vous présenter. Cette photo donc prise par notre astronome amateur Mathieu. Il s'agit donc de la planète Saturne qui a été en date du 19 juin 2025 et donc qui a été prise en infrarouge. Et bien sûr, Saturne sera encore bien visible ce mois-ci, après minuit si vous voulez l'observer. En tout cas, on vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés une nouvelle fois pour cette émission des éphémérides du ciel d'août 2025. Et on vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux événements.
Et en attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à toutes et à tous.